Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Emma. Alors, bonsoir à tous. Alors, normalement, donc Emma et Nicolas, vous allez nous rejoindre. Bonjour, bonsoir Emma. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Valérie, Bonsoir à bonsoir tous. Emma. Bonsoir à tous. On va juste attendre quelques petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Merci à vous deux d'être là. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bonsoir à tous. Alors, on va encore attendre 2 petites minutes. Vous allez bien? Super, merci. Oui, ça va. Ça Ouais. va, la reprise, hein, Ouais. après les fêtes. C'est ça. Alors, bonsoir à tous et bienvenue donc dans ce live de l'ESD, donc spécial salaire et débouchés. Donc, j'ai le plaisir de recevoir deux anciens étudiants, donc deux alumni de l'ESD. Donc ce live s'adresse donc aux étudiants de l'école, mais aussi voilà aux étudiants donc en études supérieures et aussi aux lycéens qui s'interrogent un petit peu sur les débouchés dans le secteur du digital. Donc on va voir tout ça avec vous. Donc nos deux alumni sont là pour décrypter tout ça. Donc il y a un petit rappel donc sur l'ESD. Donc voilà, l'ESD donc est une école qui forme au métier du digital. Donc l'école est accessible donc, après le bac et propose donc des formations donc jusqu'au bachelor et au master, donc bac plus 3, bac plus 5. Donc c'est des formations en stratégie digitale, en UX design, en création digitale, mais aussi en data. Et l'école propose donc de l'alternance à partir de la troisième année. Voilà un petit rappel sur l'école. Donc comme je disais ce soir, donc j'ai le plaisir de recevoir deux anciens étudiants, donc ils vont vous parler de leur expérience, de leur métier, vous faire découvrir un petit peu donc les débouchés après l'ESD. Donc ce soir vous pourrez écouter le témoignage donc d'Emma Boudet. Donc, bonsoir Emma, donc toi tu as fait un master donc en stratégie digitale et tu es sortie donc en 2023 de l'ESD Paris et tu es aujourd'hui donc traffic manager chez Lidl. Tout à fait. Voilà, et on a aussi donc avec nous Nicolas. Donc toi Nicolas, tu as fait l'ESD Lyon et donc tu es diplômé d'un master en UX design et tu es sorti donc il y a quelques mois, donc c'est assez récent et tu es UX, UI et product designer en freelance. Tout à fait. Donc merci vraiment à vous d'être là avec nous. Donc vraiment c'est le moment de poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre un maximum et puis sinon voilà on a aussi l'équipe qui pourra y répondre donc dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas. Donc avant de donner la parole à nos alumni, juste un court point sur les débouchés et vraiment l'insertion professionnelle donc après l'ESD. Un petit point voilà aussi sur le réseau des anciens étudiants. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui on compte 1500 anciens étudiants donc à l'ESD, donc c'est un très beau réseau et c'est important de savoir voilà comment ces étudiants donc s'insèrent vraiment dans le milieu professionnel après l'école. Donc quelques chiffres. Faut savoir qu'en fait 6 mois après leur sortie, on a déjà 88% d'étudiants qui sont en emploi. Donc, c'est vraiment un très beau chiffre et qui est vraiment favorisé par l'alternance. Je tiens vraiment à le souligner parce que c'est vraiment ça qui booste l'employabilité de nos étudiants. À 12 mois, ils sont 71% à être en CDI. Et on reviendra aussi voilà sur les rémunérations un petit peu plus tard dans ce live. Globalement, voilà, faut savoir que nos étudiants ont des profils vraiment très variés. On les retrouve aussi bien donc, en freelance, au sein d'agences, dans des cabinets de recrutement, mais aussi chez le client. Alors, je vais peut-être faire comme on a aussi des lycéens avec nous ce soir. Je fais vraiment très rapidement une petite présentation des acteurs du numérique. Quand on parle de client, c'est vraiment une marque, une entreprise va vendre des produits, proposer des services, donc par exemple Carrefour, Adidas, la SNCF, la Caisse d'épargne. Et donc quand le client met en place un projet numérique, il a parfois besoin donc d'être accompagné, donc il va faire appel à un prestataire. Donc ça peut être pour des choses très globales comme sa stratégie
numérique, ça peut être pour le développement d'un nouveau produit, pour la création d'un site ou encore pour sa stratégie de publicité en ligne. Et donc c'est là qu'intervient donc l'agence, le cabinet de conseil ou le freelance. Donc pour distinguer un petit peu ces acteurs, on va dire que l'agence a un rôle un petit peu plus opérationnel. Vous avez peut-être déjà entendu parler voilà, d'Avas, de Labellium. Les cabinets de conseil, eux, vont avoir un rôle un petit peu plus stratégique, un petit peu plus long terme. Donc on va être, c'est vrai que souvent d'ailleurs les consultants sont en mission donc chez le client, par exemple, on a des cabinets de conseil, on a des alumni qui sont chez MC2I, voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est assez cabinet de conseil assez connu. Ce qu'il faut surtout retenir, en fait, finalement, c'est que la transformation digitale, elle impacte vraiment tous les secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital est partout. Ça peut aller, enfin, et encore plus depuis le Covid, ça peut aller de la montre connectée à son rendez-vous chez le médecin. Vraiment, voilà, le digital a envahi notre quotidien. Donc, c'est vraiment un secteur où il y a énormément d'opportunités professionnelles. Je vous cite juste quelques exemples de postes et de sociétés dans lesquelles travaillent nos alumni. On a par exemple un responsable analytics au Figaro. On a un chef de projet digital chez DDB Paris, donc pareil, une très très belle agence, un lead dev chez Webedia, un motion pardon, designer au sein du groupe Énergie, un UI designer chez Ornicar, un web designer dans le groupe Fnac Darty. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça vous donne un peu une idée de la diversité des métiers et des secteurs dans lesquels vous pouvez évoluer donc après l'ESD. Mais pour en parler un petit peu plus en détail, on va vraiment faire un focus donc sur le parcours de nos alumni qui sont donc avec nous ce soir. Je vais peut-être déjà vous laisser vous présenter vraiment dans les grandes étapes de votre parcours. On va peut-être commencer par Emma. Tu fais partie de la promotion 2023. Est-ce que tu peux nous présenter voilà un petit peu ton parcours dans les grandes lignes, voilà ton parcours jusqu'à l'ESD. Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'ai fait un bac ES. À la sortie de ce bac-là, j'ai fait 2 ans de DUT technique de commercialisation. J'ai ensuite fait une licence professionnelle que j'ai commencé en alternance dans une agence. Et ensuite, j'ai fait mes 2 années à l'ESD, toujours dans la même agence. Et puis, à la sortie de l'ESD, j'ai eu mon poste de traffic manager chez Lidl. Ok, bon, bah, super. Nicolas, donc toi, tu as été diplômé il y a quelques mois, mais avant de faire de l'UX, tu as eu une autre carrière. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des grandes étapes de ton parcours et aussi nous dire ce qui t'a poussé à effectuer ta reconversion? Ouais, mais j'ai eu un parcours un peu atypique parce que auparavant j'étais dans le secteur du bâtiment, donc vraiment rien à voir avec le secteur du digital. Euh, donc j'avais fait un bac génie civil, un BTS en étanchéité, une licence en management que j'ai fait en alternance. Et après j'ai travaillé 6 ans donc du coup pour une grosse entreprise dans le secteur du bâtiment où j'ai pu évoluer dans différents postes. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément à ma place dans ce secteur-là. Ça m'intéressait pas, ça me passionnait pas. Et j'avais besoin d'un peu plus de stimulation intellectuelle aussi. Enfin, je voulais que mon quotidien change aussi et pas avoir la même journée, Mm. ce qui aujourd'hui est le cas. Donc, je suis trop content. Et, et du coup, j'ai entamé une reconversion. Donc, j'ai fait un bilan de compétences au sein de l'APEC, qui est un centre qui accompagne des cadres dans des bilans de compétences et dans les reconversions pro. Et j'ai été les voir en leur disant, je vais être dans le digital, parce que bon, c'est quelque chose que je voulais depuis toujours. Je voulais un métier qui ait une partie créative, mais aussi de recherche et aussi un peu de psychologie. Je me suis dit, bah, ça serait bizarre d'avoir un métier qui soit à la jonction de tout ça. Et au final, il m'a sorti une liste, et parmi cette liste, il y avait le métier de UX, UI designer. Donc, je me suis renseigné, et puis me voilà aujourd'hui. Donc, du coup, après, je suis rentré à l'ESD pour me reconvertir. Donc, j'ai fait 6 mois de remise à niveau. Mhm. Donc, vraiment une remise à niveau globale dans le digital en tant que chef de projet. Et après, j'ai enquillé sur un master sur 2 ans en alternance. Donc, le master UX design. Oui, puis j'imagine aussi que tu as pu voir que c'était un secteur dans lequel il y avait pas mal Oui, d'opportunités. Donc c'est vrai que c'est aussi important quand on entame une reconversion de savoir qu'il y a du boulot aussi à la clé. c'est ça. Donc Moi, ok. ma contrainte aussi, ouais, c'était ça. Je voulais un métier qui soit plus stimulant, un métier de passion, mais aussi un métier où je pouvais gagner plus aussi, pas forcément gagner moins. J'avais une très bonne situation à l'époque avec plein d'avantages et je voulais pas forcément
gagner 2 fois moins. Voilà, je voulais garder quand même cette ambition-là. Mm. Euh, et aussi, ouais, les débouchés. C'est hyper important. Moi, je voulais pas me lancer dans un truc où finalement il y a très peu de place, où c'est hyper galère, etc. Mm. Donc Bien c'était sûr. très très réfléchi. J'ai même interviewé 7 UX designers sur LinkedIn et je les ai contactés en direct pour avoir leur témoignage et être bien sûr que le secteur me plaît et que c'est un métier avec de l'avenir. Donc ça m'a rassuré. Ok. C'est peut-être ce qui a mis le pied à l'étrier Oui. pour ta chaîne YouTube dont on reparlera Ouais. un petit peu plus tard. Ok, bah maintenant on se rend un petit peu mieux compte aussi, bah voilà, de vos carrières. On va peut-être regarder un petit peu de plus près vos métiers et ce qui se cache derrière vos intitulés de poste. Emma, donc est-ce que tu peux nous expliquer donc ce qu'est un traffic manager? Alors, un traffic manager, c'est quelqu'un qui est chargé d'analyser et d'amener le trafic sur un site web. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Et il y a en gros quand même deux façons via tout ce qui va être des régies payantes et via tout ce qui va être monétaire et tout ce qui va être gratuit. Mhm. Nous, Est-ce que tu peux peut-être expliquer Régie pour ceux qui connaissent pas les, du tout les régies payantes, ça va être tout ce qui va être Meta, TikTok, Snapchat. Mhm. Et le gratuit, ça va être tous les posts organiques qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, comme en général on a l'habitude de faire dans l'utilisation personnelle. Et du coup, le métier veut que on gère ces deux côtés-là. Donc tout ce qui va être le trafic organique et le trafic payant. Moi, mon poste chez Lidl, il est spécialisé sur le trafic payant. Mhm. Donc c'est-à-dire tout ce qu'on va, enfin, comment on va travailler avec les différentes régies, que ce soit Meta, Instagram ou Instagram, TikTok. Et c'est ensuite de pouvoir bien réfléchir aux investissements et de pouvoir investir sur les meilleures plateformes pour qu'on ait le plus de trafic derrière sur le site et potentiellement le plus de chiffre d'affaires aussi. Ok, parfaitement clair. Et alors, Nicolas, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un UX, UI Je vais designer? essayer de faire simple. Donc un UX designer, en fait, sa mission, on va dire principale, est de faire en sorte que quand vous allez sur une application mobile ou un site internet, vous ayez envie d'y rester et que vous passiez un bon moment, en fait, que vous n'ayez pas envie de partir parce que vous êtes bloqué, parce que vous comprenez pas, parce que il y a des bugs, etc. Donc mon job, en fait, c'est vraiment d'analyser en fait les besoins, les frustrations en fait des personnes qui vont utiliser le service ou le produit, donc l'application, le logiciel, etc pour essayer de coller parfaitement à son besoin et donc de lui livrer un produit intuitif, fluide. Donc par exemple, moi j'aime bien utiliser l'exemple de Mm. Deliveroo, que vous connaissez tous certainement, C'est concret. ouais, qui est très concret. Et en gros, sur Deliveroo, bah, vous avez un objectif qui est de commander un plat, mais vous pouvez avoir plusieurs objectifs différents. Soit vous savez pas ce que vous voulez manger, du coup vous vous baladez sur l'application et dans ce cas, c'est les informations qui vous guident sur les plats que vous allez commander. Soit vous avez un objectif précis d'un restaurant que vous adorez, et dans ce cas, vous allez aller dans la barre de recherche, par exemple. Et dans tous les cas, vous allez passer par différentes Mhm. étapes. Donc, par exemple, la recherche, la commande, spécifier si vous êtes allergique à quelque chose, par exemple, rentrer vos coordonnées bancaires, etc., puis de commander, et enfin de suivre la commande. Bah, tout Mm. ça, c'est assez fluide, c'est agréable. Et en fait, tout ça, ça a été, c'est pas sorti de nulle part, en fait, ça a été pensé pour que les utilisateurs bah, aient envie de réutiliser Deliveroo plus tard sur d'autres commandes, en fait. Et pour ce faire, on utilise plusieurs méthodes. Donc, je vais pas toutes vous les lister, mais on a par exemple le fait d'envoyer des questionnaires, le fait d'aller Mhm. interviewer des personnes pour leur poser vraiment frontalement des questions, ou par exemple aller carrément sur le terrain, observer et voir comment les personnes se comportent avec le service ou le produit. Donc Bah, voilà. justement, du coup, j'en profite pour rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux concrètement, toi, tes missions finalement au quotidien, bah, comment se déroule une journée type voilà, c'est quoi finalement en tant que UX ta journée type? Ouais, bah justement, c'est ça qui est bien, il n'y a pas une seule journée type. Il peut y en avoir plusieurs en fonction de la spécialité et de ce qu'on a envie de faire et de la mission. Mais par exemple, ça peut être organiser des questionnaires pour un client qui a besoin d'en savoir un peu plus sur le type de profil de son client, par exemple, d'aller les interviewer. Ça peut être aussi une fois qu'on a toutes ces données, on a un peu le portrait robot qu'on appelle persona Mm. du client type,
et ben, on va concevoir des parcours d'interface et après, on va concevoir des maquettes. Donc, des maquettes, c'est en gros euh, un visuel du résultat du site internet ou du logiciel ou de l'application mobile. Euh, et en fait, on va pouvoir le designer complètement. Donc, appliquer la charte graphique, appliquer de l'ergonomie, faire en sorte que ça soit fluide, clair. Et après tout ça, le tester aussi. Donc, Mhm. tester auprès des utilisateurs finaux. Et enfin, le développer. Donc, aller voir les développeurs pour qu'ils le codent et en fait le sortent. Ok. On reparlera justement un petit peu plus tard des Mm. métiers avec lesquels tu travailles. Et de ton côté, Emma, alors est-ce que tu peux un petit peu nous dire, bah, toi, comment ça se passe en tant que traffic manager bah, quand tu arrives le matin, qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est quoi vraiment très concrètement tes missions? Donc en fait, le matin, quand on arrive, la première chose en général qu'on fait, c'est qu'on regarde l'état de nos campagnes, c'est-à-dire combien elles ont dépensé par rapport à ce qui Mhm. était prévu, quels ont été les résultats enregistrés, et après on essaye de faire des ajustements. On travaille aussi en étroite collaboration avec des agences, donc on fait potentiellement des retours aussi aux agences Mhm. en fonction de ce qui a pu se passer sur les quelques derniers jours pour savoir si on est dans les clous ou pas, si on a atteint les différents objectifs. Et on fonctionne énormément par campagne. Donc, c'est-à-dire quand il y a des grosses campagnes qui arrivent, comme par exemple les soldes qui arrivent demain, on prépare énormément en amont euh, tous les plans médias, c'est-à-dire toutes les régies qu'on va pouvoir activer, tous les acteurs qu'on va pouvoir activer dans le plan média. Pourquoi on active plus un acteur ou un autre acteur? Qu'est-ce que ça va pouvoir nous rapporter derrière? Et ça fait partie de la journée type. Comme on travaille énormément en amont sur ce qui va arriver et sur ce qui est prévu. Tous les jours, on travaille aussi sur l'élaboration de certains plans médias. On collabore avec beaucoup d'équipes pour avoir aussi tout ce qui va être côté créa, justement, tous les assets dont on va avoir besoin pour les campagnes, sur quelle campagne on va aller. Et après, enfin, c'est surtout ça qu'on fait sur les journées types. On fait beaucoup de vérifications pour être sûr que tout va bien et on réfléchit aussi aux prochaines campagnes. Ok, très bien. Et alors, quelles sont un petit peu les qualités, les compétences qu'il faut dans vos métiers? Est-ce qu'il y a peut-être, pour aider nos étudiants, enfin les étudiants qui nous regardent à s'orienter, est-ce qu'il y a peut-être un petit peu des profils types qui mènent à vos métiers? Alors, je sais pas qui veut commencer, Emma. Ouais, Vas-y, Emma, si tu veux. ouais, je peux me lancer, merci. Il n'y a pas vraiment de profil type. Après, c'est sûr qu'il faut avoir quand même certaines qualités ou au moins certaines appétences, notamment pour les chiffres. En tant que Mhm, traffic manager, on voit beaucoup de chiffres, donc il faut être à l'aise avec tout ce qui va être les indicateurs clés qu'on peut analyser au quotidien, mhm, enfin, tout ce qui va être chiffre d'affaires, panier moyen, coût par clic et tout ça. Il faut être quand même assez à l'aise sur les chiffres. Il faut aussi aimer le côté reporting, prendre un petit peu de recul et mhm. prendre de la hauteur sur ce qu'on fait pour pouvoir analyser bien les campagnes et ensuite pouvoir en tirer des conclusions, qu'elles soient positives ou négatives, mais pouvoir en tirer quelque chose. Et comme on gère quand même de l'argent, il faut être assez rigoureux parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper sur certains chiffres. Donc voilà, c'est les qualités principales qu'il faut pour être traffic manager. Et j'imagine aussi un petit peu peut-être un peu le sens de l'organisation parce que vous êtes quand même sur de la gestion de projet aussi. Oui, il y a beaucoup de gestion de projet, donc il faut être quand même assez bien organisé pour pas qu'il y ait de trous dans la raquette. Il y a beaucoup de campagnes chez Lidl, donc c'est sûr qu'il faut être très organisé sur ça, mais en général, la structure de l'entreprise aide, enfin dans mon cas, aide aussi énormément à l'organisation. Oui, il y a déjà Donc des process établis qui oui, t'aident. en Ouais. général, il y a quand même pas mal de process déjà établis, donc il faut être organisé et puis en plus c'est assez simple de prendre le rythme quand on a la chance d'être dans une entreprise qui est organisée. Ok. Et alors Nicolas, parce que toi en plus tu es donc à ton compte, tu es freelance, Oui. donc c'est encore différent. Mais déjà voilà, en Mm. UX, c'est quoi les qualités, les compétences, et puis après voilà, tu nous détailleras bah, toi aussi avec ton statut. Voilà, on ira encore plus loin pour parler de ton statut. Ouais, après, je dissocierais l'UX de l'UI, parce que du coup, Mhm, l'UX, donc c'est toute la partie mhm, recherche. C'est vraiment, comme j'ai expliqué, c'est centrer l'utilisateur au sein de la conception ou de la création d'une interface. Et UI, ça va être plus toute la partie créa, ergonomique, accessibilité, etc. Donc ça va pas être les mêmes compétences. mhm, Donc un UX designer, par exemple, s'il fait vraiment que ça, ses compétences, ça serait d'avoir un fort relationnel, d'aimer aller en contact avec des personnes, mhm.
Ce qui n'est pas forcément le cas avec l'UI. Alors, enfin, quand même un minimum, mais en fait, avec l'UX, on sera plus en contact avec des clients, avec des particuliers, etc. Donc, il faut faut pas être trop timide, voilà, il faut pas hésiter à aller vers les autres. Faut être curieux, il faut être un peu humble dans le sens où faut pas, parce que tu crois quelque chose, penser que c'est la solution en fait. Mm. Et il faut tout le temps se remettre en question aussi, et parfois aussi ravaler sa fierté. Par exemple, on peut penser avoir la solution en tête dès le départ, et, euh, et en fait, bah, en faisant de recherches, on se rend compte qu'en fait, on avait totalement faux sur ce qu'on pensait. Donc, il faut avoir aussi cette capacité-là de se remettre en question assez facilement. Donc ça, c'est pour le l'UX designer. Et après, l'UI designer, lui, va plus s'occuper de l'interface graphique. Mm. Donc, ça Mm. serait les compétences d'avoir une appétence en graphisme, de gérer les couleurs, Mm. d'avoir En une créa. sensibilité en ergonomie, en Mm. créa, etc. Ouais. Mm. Ok. Mm. Et Oui, aussi, puis dans les deux cas, savoir collaborer et avoir une communication assez facile avec d'autres personnes parce que, en fait, on est un maillon d'une chaîne. Enfin, on va en parler tout à l'heure, mais on est en contact avec beaucoup d'autres ouais. métiers. Donc, c'est important de bien communiquer et de bien s'entendre avec les autres corps de métier pour pouvoir avancer, en fait, parce qu'on n'est pas tout seul dans notre projet, quoi. Ouais, tout à fait. Et j'imagine aussi, bah, pour vos deux métiers, il faut aussi peut-être des compétences Mm, techniques. Faut aussi peut-être s'intéresser, faire de la veille, puisque voilà, vous êtes chacun sur des jobs qui sont quand même très techniques et donc mm, qui ont leurs spécificités. Donc peut-être aussi voilà, s'intéresser bah, aux évolutions, faire de la veille, reste aussi important. Voilà, avec, je pense que c'est aussi une qualité requise dans vos métiers. complètement, ouais. Il faut être curieux. Et oui, alors du coup, par rapport à ce que tu disais, Nicolas, justement, alors aujourd'hui, on ne pourra pas présenter tous les métiers du Mm, digital, mais par contre, justement, est-ce que toi, tu peux un petit peu nous dire bah, quels sont les acteurs avec lesquels tu es mm, en relation, justement, pour un peu bah, nous présenter les métiers qu'il y a en face de toi? ouais. Alors en tant que freelance, du coup, je suis en contact avec la direction pour les contrats, pour les missions, etc. Et après, un UX UI designer lambda, en salarié ou freelance, sera en contact souvent avec les mêmes acteurs, c'est-à-dire un PO, donc un chef de projet, product Mhm, owner. Donc c'est lui qui va gérer en fait les plannings, la priorisation. Il va gérer bah, qu'est-ce qui est prioritaire dans les nouvelles fonctionnalités qu'on veut intégrer dans l'application, par exemple. C'est lui qui va aussi coordonner en fait les différents métiers entre eux. mhm, Donc souvent c'est lui qui nous donne en fait la mission. Il va nous dire bah voilà Nicolas, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité dans mon application pour tel truc très précis. Et moi du coup je vais réfléchir à comment optimiser ça, comment faire en sorte que ça marche. Une fois que c'est fait, une fois que c'est validé auprès du PO, on présente ça aux développeurs, donc ceux qui mhm, vont coder en fait et rendre la maquette concrète. Et il se peut qu'il y ait des échanges, qu'il y ait qu'on recommence certaines maquettes pour que ça colle au développement. mhm, Donc il y a les PO, les développeurs, la direction, et il se peut aussi, là ça m'est arrivé dernièrement, d'être en contact avec le marketing ou la com pour toute mhm. la partie graphique. Donc, par exemple, si je veux une nouvelle identité graphique sur une interface, il faut que ça soit validé par la com et le marketing. Mais voilà, grossièrement, c'est plus vraiment les chefs de projet et les développeurs qui sont mes Ok, interlocuteurs. ça marche. Alors, je vais t'interrompre une petite seconde. On a une question Oui. justement d'un étudiant. Alors, donc bonjour, quelle est la tendance aujourd'hui pour l'UX, plutôt généraliste ou des compétences précises, donc en Hmm. recherche, en design, etc. Est-ce que tu veux y répondre? Ouais, alors ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai un profil hyper polyvalent dans le sens où j'aime bien m'intéresser à Mm, tout et je peux aussi bien faire de l'UX que de l'UI, que des ateliers, etc. Et il y a d'autres profils qui sont hyper spécialisés. Donc, par exemple, je connais des personnes qui sont que UX designers, qui font que de la recherche, qui touchent quasiment pas un PC. D'autres qui sont plus UI designers, qui font que des interfaces. On a aussi des sous-spécialités au sein des UX et des UI. Euh, Aujourd'hui, en fait, ça dépend de vous, en fait. Enfin, il n'y a pas forcément de tendance ou quoi. Ça dépend vraiment de vous, ce que vous avez envie de faire. Moi, je sais que je me serais peut-être un peu ennuyé d'être hyper spécialisé dans mm, un truc, parce que c'est justement ce que je voulais fuir dans mon ancien travail. Donc, du coup, moi, je voulais un métier qui soit polyvalent et faire plein de choses. Euh, mais euh, mais c'est aussi très très bien d'être spécialisé, par exemple, en accessibilité ou en ergonomie. mm.
et on peut viser des postes de niche. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc en fait, En je pense que pour un fonction de son débutant, caractère, ouais, c'est en finalement. fonction de son Ouais. caractère et de ce que tu as envie, mais les postes il y a les deux en fait. Il y a Mm, des gens qui recherchent des moutons à cinq pattes, mm, il y a des startups ou des petites agences qui recherchent des gens qui savent tout faire, qui savent faire de l'UX et de l'UI. mm. Et les grandes entreprises, souvent, ils séparent vraiment les postes. Et du coup, c'est dans les grandes entreprises où là, vous allez avoir des spécialités vraiment très Mm. précises. Ok. Donc faites Est-ce que en d'ailleurs, fonction de vous. j'y pense, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, des projets sur lesquels tu as travaillé récemment, tu vois, les derniers clients avec lesquels tu as pu travailler, quels étaient tes projets, justement, on n'en a pas Ouais. forcément parlé. Là, ça fait du coup 3 ans que je travaille pour un client qui est en gros un éditeur de logiciels, donc c'est un créateur de logiciels pour des assureurs Mhm, comme Groupama, Maïf, la mhm, MAF, enfin voilà, tous ces assureurs connus en fait, ils utilisent des logiciels quand il y a un sinistre, par exemple, vous avez un problème avec votre véhicule, vous avez un accident, vous appelez votre assurance, bah, l'assureur en fait lui va utiliser des logiciels pour gérer votre dossier, etc. Et moi en gros je conçois et j'améliore en fait ces logiciels-là. ok, Donc, je ok. fais ça majoritairement et après, j'ai plein d'autres petits projets, par exemple des créations de sites. Là, j'ai une création d'application mobile aussi qui va sortir pour un autre client. Donc voilà, en fait, c'est assez varié. Ok, Mais pour l'instant, c'est ça. ça marche. Alors, je reviens encore dans le chat. Mm. Justement, on a une autre question donc, suite à la question précédente. Est-ce qu'on peut dire qu'avec l'IA, c'est plutôt généraliste? Donc, ça fait suite à la question précédente. En fait, l'IA, c'est un outil qu'on peut ou pas utiliser. Enfin, moi, je sais que j'en utilise de temps en temps, mais pas non plus à outrance. Ça peut être une spécialité que tu peux avoir. Enfin, en fait, c'est plus un outil que tu utilises pour améliorer tes compétences ou pour aller plus loin, mais c'est pas forcément lié. Enfin, on n'est pas Mm, forcément obligé d'utiliser des IA. On peut en utiliser ou pas. Moi, je sais que par exemple, mon client actuel ne veut pas utiliser d'IA mm, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de confidentialité et de fuite de ouais, je données. comprends. Et donc, du coup, il s'est dit, je ne vais pas utiliser d'IA. Mm, Donc, dans ce cas-là, j'en utilise pas. Mais il y a d'autres projets où ça sera que mm. de l'IA, etc. Oui, j'imagine que dans le secteur des assurances, ça doit être assez réglementé. Oui, Ok. ChatGPT, on n'a pas trop le droit d'utiliser. J'imagine, ça marche. Du coup, Emma, on va revenir sur justement toi, un petit peu les métiers avec lesquels tu collabores au quotidien. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter? Nous, il y a pas mal de métiers avec lesquels on collabore au quotidien. Comme on est en fin Mm, de chaîne, on a besoin d'énormément de monde avant. Donc, on va collaborer énormément avec toute la team social community mhm, management. Nous, on gère vraiment, enfin, c'est découpé en deux teams. On a la team trafic qui va s'occuper de tout ce qui concerne les activations payantes et la team sociale avec toutes les community managers qui s'occupent, elles, de tout le côté organique et gratuit. Donc, on a besoin d'être en étroite collaboration avec elles pour que tout soit logique et pour qu'il y ait un fil rouge qui soit respecté. On travaille aussi énormément avec les graphistes puisque sur toutes nos sponsorisations, on a besoin de vidéos, on a besoin d'images. Donc on travaille énormément avec les graphistes aussi, pareil pour qu'elles respectent bien les chartes qui sont poussées par l'entreprise. On travaille aussi pas mal avec tout ce qui est team d'analyse et team analytics pour justement pouvoir développer au mieux tous nos reports. donc, tous vos Et bilans. voilà, c'est ça. Et derrière, en fait, pouvoir avoir les bilans les plus performants possibles. Et comme on est chez l'annonceur, on travaille aussi énormément avec l'agence. Donc c'est externalisé, mais ça fait quand même partie de Mm, notre équipe puisqu'on travaille au quotidien avec eux. Et finalement, comme eux vont faire, enfin, ils vont s'occuper aussi énormément de nos campagnes, ils vont nous faire des recommandations, ils vont aussi les mettre en place. Donc on a un gros travail, enfin on effectue aussi un gros travail avec eux, même s'ils sont en externe, enfin ce prestataire externe là est très important pour nous mm. puisqu'on travaille tout le temps avec eux, donc ils font aussi un petit peu partie de notre équipe et des personnes avec qui on travaille. Ok, ça marche. Toi, Emma, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le fait de pouvoir un petit peu voir les différentes tendances de consommation, de pouvoir Mm, suivre ce que les gens aiment ou pas à travers la publicité, et derrière de pouvoir vraiment établir un parcours utilisateur et possiblement d'identifier les cibles qui sont les plus proches
de nous et les plus susceptibles de passer à l'achat. C'est ça qui est vraiment intéressant de voir à partir de combien de publicités rencontrées la personne va potentiellement aller acheter en ligne ou en magasin, de voir, oui, vraiment quel est le parcours utilisateur et comment la personne arrive à bien être touchée et comment pouvoir bien toucher notre cœur de cible pour derrière avoir les meilleurs résultats possibles. Et ça, avec la publicité, on a la chance de pouvoir le traquer assez bien et de pouvoir vraiment suivre l'évolution de l'utilisateur et du parcours utilisateur. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, ça va un petit peu aussi avec tout ce qui est analyse derrière, parce qu'au final, on analyse énormément les résultats. Et c'est grâce à toute cette analyse-là qu'on sait si on doit dépenser X euros sur le tel levier ou X euros sur tel levier pour voir vraiment ce qui a le mieux fonctionné ou pas. Ouais, c'est intéressant parce que tu as vraiment une vision aussi des évolutions des modes de consommation et c'est presque de la socio. Oui, c'est ça. Nous, on voit de suite, enfin, toutes les tendances, elles ont des répercussions immédiates sur nos publicités, sur ce qu'on peut voir, notamment par exemple sur TikTok. C'est le réseau qui amène le plus de tendances en ce moment et on le voit énormément. Si on met en avant des publicités qui suivent des trends ou des choses comme ça, les résultats derrière sont bien meilleurs que si on a tendance à faire le même contenu qu'on peut faire sur Instagram. Donc, c'est hyper sympa de voir ça et de l'analyser, c'est encore plus intéressant. Ok, super. Et toi, Nicolas, qu'est-ce qui te motive au quotidien dans ton métier? Eh ben, c'est que c'est un métier où il y a 10 000 métiers à l'intérieur. Ouais. C'est trop bien. En fait, il y a tout le temps il y a des choses à apprendre. Comme tu as parlé de veille tout à l'heure en tout début de l'interview, et c'est vrai que c'est ça en fait. La technologie évolue tout le temps. Maintenant, il y a des IA, il y a des nouvelles méthodes. En fait, c'est vraiment quand vous avez soif de connaissances. Enfin, moi, je sais que j'ai tout le temps envie d'apprendre, et du coup, je suis jamais rassasié en fait. Je m'ennuie jamais en fait. Et ça, c'est vraiment trop trop cool. Et au-delà de ça, de pouvoir participer vraiment à la création d'une application ou d'un service de bout en bout, en fait, et de démontrer, en fait, qu'en appliquant les bonnes méthodes, on est quasiment sûr d'arriver à un résultat satisfaisant. Et c'est hyper satisfaisant, du coup, de voir des gens qui sont contents d'utiliser nos applications, contents d'aller sur nos sites. Euh, En fait, on fait en sorte que les gens se sentent mieux aussi sur le web parce qu'il y a du boulot. Quand on voit les déclarations d'impôts, les choses comme ça, c'est souvent casse-tête, on n'y comprend rien, et on a juste envie de fermer le PC, quoi. Et du coup, c'est très satisfaisant de pouvoir participer à ça et d'améliorer un peu tout ce qui se passe sur le web. Et, euh, et ouais, je trouve en plus que c'est un métier qui peut se compléter très facilement avec d'autres métiers. Par exemple, si vous avez envie de développer demain, vous avez envie d'acquérir la compétence de coder, bah c'est ok en fait. Et personne ne va vous regarder avec des gros yeux en mode c'est pas logique. En fait, c'est ultra logique et c'est ok et vous pouvez en tirer parti, c'est très bien. Pareil, si demain vous avez un esprit plus créa et que vous avez envie d'être graphiste en plus d'être UX UI, bah j'en connais plein qui font ça et ils trouvent leurs clients et ça marche super bien aussi. Donc c'est cette ouverture d'esprit-là en fait et le champ des possibles que moi je préfère dans ce métier-là. Et, euh, et le côté très flexible aussi, parce que c'est un métier du digital. Et là, par exemple, je peux partir 2, 3 mois en voyage et bosser de n'importe où. Bon, ça, c'est ma condition de freelance qui me le permet. Mais en tout cas, le métier le permet aussi, donc c'est très cool. Non, puis ça se voit que tu es passionné parce qu'en plus, donc on l'a mentionné tout à l'heure, mais tu as ta chaîne qui est dédiée à l'UX, donc qui s'appelle Ouais. UX Time. Et j'invite vraiment les personnes qui sont dans ce live à aller jeter un œil à ta chaîne parce que voilà, tu décryptes vraiment le métier, tu pars Mm. interviewer donc des pros du secteur et c'est quelque chose qui est, enfin, c'est une chaîne qui est hyper intéressante quand on s'intéresse à ce milieu. Donc vraiment, Bah, merci je vous beaucoup. invite tous à aller y jeter un œil. Et alors, je viens à une question un petit peu plus concrète. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer voilà, les personnes qui souhaiteraient rejoindre ce milieu sur les salaires auxquels ils peuvent prétendre donc, après l'ESD dans vos filières? L'idée, c'est un petit peu voilà, de leur donner des tranches quand on est junior, quand on est senior, quand on est en agence, quand on est plutôt côté client. Voilà, est-ce que vous Mm. pouvez un petit peu, peut-être, parce que c'est des interrogations qu'on a quand on rejoint une école aussi. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu éclairer les personnes qui nous regardent à ce sujet? Ouais, je commence? Vas-y. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, tu l'as dit, ça dépend en fait des entreprises. Si on part du plus bas, du coup, ça serait les agences, donc qu'on appelle aussi ESN, par exemple. C'est là où vous avez en fait beaucoup de possibilités d'embauche
de début de carrière, on va dire, mais c'est pas là où vous allez gagner le plus d'argent au début, surtout en junior. Et là, la fourchette, ça serait plus sur Lyon, je parle, entre 28 et 32K à la sortie d'école, donc c'est pas énorme. Après, si vous avez 32, c'est très bien pour un C'est vrai que début. sur Paris, on est sur des fourchettes qui sont un tout petit peu Oui, plus, un peu plus un peu haute. supérieures. Oui, Ouais. oui. Après, si vous visez des grands groupes, ça peut être des montants qui sont carrément plus élevés. Par exemple, chez Renault Trucks, j'ai un collègue de promo qui a été embauché avec un très très bon salaire. Il a eu un salaire de senior en fait. Il a eu 60K, Ok. je crois, dès le début alors qu'il était junior. Mhm. Donc ça, c'est les grands groupes qui ont peut-être plus de moyens. Après, c'est des grilles aussi, donc on peut pas trop négocier, mais en tout cas, c'est un peu plus élevé. On part un peu Euh, au-dessus. Ouais. Ouais, après, il y a les startups qui sont très durs, je pense, pour un junior d'intégrer parce qu'ils veulent souvent des moutons à cinq pattes, ils veulent des gens qui soient efficaces parce qu'il y a très peu de salariés, donc du coup, ils veulent des gens Mm. qui soient performants. Donc souvent, on a du mal à rentrer dans les startups, mais ils payent un peu mieux aussi. Donc on Mhm. sera aux Tu peux nous alentours donner. de, ouais, pour un junior, entre 30 et 35K. Mhm. Donc voilà. Et après, plus vous évoluez, Mm. très vite vous augmentez les salaires. En fait, c'est assez rapide en fait. Contrairement au bâtiment Mm. où il fallait 10 ans d'expérience pour être senior, dans le digital, 2 ans, vous êtes voilà, deux Ok. trois ans, vous êtes déjà un peu senior Bien quoi. expérimenté. Oui, voilà. Enfin, au bout de 3 ans, vous pouvez accéder à des postes un peu plus importants et là déverrouiller des salaires qui sont beaucoup plus intéressants. Aux alentours entre facile entre 35 et 45K, Mm. enfin très Oui, au bout de facilement. 2 ans après la sortie, Oui. c'est C'est assez plutôt, rapide. En fait, au plutôt début, smart. la première année, voilà, vous n'avez pas un salaire qui est foufou. Enfin, c'est compris entre 28 et 34 selon les agences ou Mhm. selon la structure. Et après, au bout de 2 ans, vous pouvez très vite avoir des augmentations de salaire. Et là, moi, en freelance, après le freelancing, c'est différent parce que du coup, il y a des charges, il y a plein de Bien trucs. sûr, oui, oui. Mais là, je me verse 3 000 € de salaire Ok. Bah, net. c'est, Donc, c'est on plutôt rappelle que confortable tu es sorti de pour un l'école il y début. a 4 mois. Non, il y a pas 4 mois, il y a un Oui, an. non, non, pardon, oui, oui. Il y a un an. Mais oui, enfin, c'est très bien. Enfin, Ouais, après ouais. un an, d'avoir ça, c'est super cool. Et alors, de ton côté, en tant que traffic manager, Emma? De mon côté, c'est un peu pareil. En général, les agences se rémunèrent quand même moins que l'annonceur. Mhm. Il y a pas mal de postes à pourvoir en agence et ça demande pas forcément d'entrer avec beaucoup d'expérience auparavant. En général, dans le milieu, en tout cas, les premières expériences se font en agence. Mhm. On reste en agence quelque temps pour monter très fortement en Mm. compétence dans un domaine. Et ensuite, une fois qu'on a fait un petit peu notre temps ou qu'on en a marre de l'agence, on va chez Mhm. l'annonceur. Donc les agences, en tout cas à Paris, rémunèrent moins bien que l'annonceur et une rémunération d'agence enfin post-école, ça va être à peu près entre 32 et 38, 40 max en junior. Ok. Et après, plus on est senior, plus les salaires annuels augmentent. Et chez l'annonceur, on va être un petit peu plus haut. En junior, on peut rentrer chez l'annonceur entre 38 et 45, 46 000 euros par an. Et après, plus on augmente, c'est pareil. Enfin, je reviens un peu sur les mêmes dires, mais c'est Mhm. vrai que l'expérience monte très vite. On peut devenir Mm. senior quand même assez rapidement. Donc, c'est pas toujours le cas, mais en général, en 2, 3, 4 ans, bon, on a pris enfin, en général, on a pris un petit peu de salaire durant ce moment-là, quoi. Mm. Et je le souligne encore une fois, hein, mais l'alternance aussi Mm. permet aux étudiants d'être vraiment d'arriver sur le marché du travail avec de très belles expériences et permet aussi de négocier un salaire supérieur parce qu'on a une expérience à valoriser. Donc c'est aussi ça Et permet de faire un petit peu grimper le salaire. l'alternance, c'est vraiment l'idéal. Enfin, moi, j'en ai fait deux du coup, parce que dans mon ancienne vie, dans celle-là. Et j'ai adoré parce qu'en fait, tu travailles déjà. Donc, tu as déjà un peu une Mm. expérience. T'as pas la pression non plus d'un CDI où, voilà, c'est quand même un peu impressionnant quand on commence à Mm. travailler. Et on apprend, on sort un petit peu, on fait les cours, etc. Donc il y a un bon équilibre. Et comme tu l'as dit, après, enfin, souvent ça débouche sur un CDI ou une proposition d'embauche. Là, tu renégocies un salaire du coup plus intéressant et on n'est pas perdu en fait. Ouais, Alors bien que sûr. quand on a une formation continue Mm.
et qu'on cherche du travail tout de suite après et qu'on n'a jamais travaillé en Mm. entreprise, bah, c'est un peu plus compliqué et on n'a pas forcément les codes aussi. Mm. Donc, Franchement, l'alternance, c'est trop bien. pardon, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'alternance, c'est vraiment top. Enfin, moi, Ouais. d'avoir fait 3 ans d'alternance dans une agence, je suis sortie, j'ai directement pu Mm. aller chez le faire. Là où, en fait, quand on fait pas d'alternance, Bah c'est oui. très compliqué. Et franchement, je recommande à 100% de faire de l'alternance. Mm. Bah justement, en parlant d'alternance, on va faire un petit bond en arrière et on va revenir sur vos années étudiantes. Moi, j'avais une question. Vous nous avez déjà un petit peu expliqué, voilà, tout à l'heure, pourquoi le choix de l'ESD. Donc, moi, j'avais plus une question sur ce qui vous a marqué pendant vos années à l'ESD et surtout, en fait, quels sont les enseignements que vous y avez appris et en fait qui vous servent encore aujourd'hui dans vos métiers. J'y Bon, vais? Tu Ouais, vas? n'importe. Ok. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le fait d'avoir des semaines de Mhm. projet. Donc, les semaines de projet, en fait, donc c'est assez souvent, je crois que c'est une fois par mois, un truc comme ça, Mhm. où en fait, on se met en groupe. Donc, c'est soit que dans la classe où vous êtes, donc par exemple, si vous êtes en master UX, bah, c'est que avec des UX designers, ou alors il y a aussi des moments où c'est des promos qui sont mélangés. Notamment Donc, les compétitions. voilà, il y a des Ouais, ouais. compétitions où il y a des créas, des strates, et puis bah, des UX qui se mélangent. Et après, on a un objectif commun de faire un produit qui soit assez large et après de présenter éventuellement à un vrai client. Donc ça, c'est assez stimulant. Et aussi, ça permet bah, un peu de s'entraîner aussi à communiquer Mm. avec d'autres corps de métier qui n'ont pas forcément les mêmes vocabulaires que nous, le même code, les mêmes manières de travailler. Et je trouve que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, enfin d'élargir son ouverture d'esprit en fait tout simplement. Et, euh, et ouais, les projets sont hyper intéressants. Enfin parfois on a des clients qui sont connus ou parfois moins, mais en tout cas, enfin c'est assez cool. Donc ça m'a assez marqué. Et puis la DigiNight aussi, enfin le Digital Event. Donc bon, t'en reparleras à la fin je pense, Ben, mais alors, ben, je peux faire. Déjà, je vais juste compléter ce que tu as dit. C'est vrai que dans les projets, dans les compétitions, généralement, c'est un vrai client qui vient mm, proposer un projet donc aux étudiants. Donc l'idée, c'est aussi de le défendre. De défendre voilà son projet devant ce client. Donc, je pense que toi qui est en freelance, bah aussi tu dois au quotidien aujourd'hui défendre tes mm, projets. Donc, je pense que c'est très concret. mm. Et oui, alors tu parlais de la DigiNight, je vais la présenter vraiment très rapidement, mais en fait, donc plus globalement, le Digital Event, en fait, c'est un projet donc de 2 semaines qui se passe donc sur l'ensemble de nos campus. Et donc pendant 2 semaines, les étudiants vont travailler donc sur des ateliers immersifs. Donc ils vont travailler par groupe sur ces ateliers immersifs sur un thème donc commun. Cette année d'ailleurs, donc c'est les mondes parallèles. Et parmi les ateliers conçus par les étudiants, on va retrouver du vidéo mapping, du creative coding, du design d'interaction, des ateliers escape game. Et donc à l'issue de ces 2 semaines qui, alors vous allez me le confirmer, mais qui sont quand même assez folles, à l'issue de ces 2 semaines, donc les étudiants présentent leurs ateliers donc au grand public pour une soirée Mm. événement qui est la DigiNight. Et d'ailleurs, j'en profite puisque donc la DigiNight, c'est aussi une soirée porte ouverte immersive et cette année donc elle aura lieu le 30 janvier donc n'hésitez pas voilà à vous inscrire parce que c'est vraiment un événement qui est incroyable. Moi c'est mon troisième digital event et je suis toujours bluffée par la créativité et le professionnalisme des étudiants parce que c'est vraiment ouais, c'est bluffant. Mm. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui sont dans ce live à s'inscrire. Donc la DigiNight aura lieu donc à Paris, à Lyon, à Toulouse et à Bordeaux, puisque Bordeaux donc accueille le campus de Nantes pour faire donc un digital event commun. Donc c'est le 30 janvier. Notez-le vraiment dans vos agendas. C'est très très sympa comme événement. Mm. Donc voilà, je te laisse reprendre la parole, Nicolas. Non, non, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est intensif, mais c'est très cool parce que bon, c'est des groupes qui sont beaucoup plus gros. Du coup, on est peut-être une quinzaine, je crois, dans les groupes. Mhm. Et on a des thématiques qui sont beaucoup plus Mm. créatives, originales aussi. On n'a pas forcément l'habitude de bosser avec ce genre de projet. Par exemple, moi, j'avais tiré au sort un projet. On a des vœux, en fait, et après, on est répartis. Mais moi, j'avais comme projet de concevoir de la réalité augmentée sur une fresque murale d'une artiste peintre Mm. qui a peint en fait au sein de l'ESD sur les murs.
une fresque sur le féministe. Enfin voilà, orientée autour de la femme, etc. Et du coup, on devait animer en fait la fresque avec des tablettes. Ok, Donc la fresque, du génial. coup, à travers les tablettes, bougeait, il y avait de la musique, des animations, etc. Donc c'était très très cool. Et, euh, et voilà, enfin ça m'a marqué parce que ça nous sort un peu Mm, aussi de ce qu'on fait au mm. quotidien, de nos maquettes, de nos recherches, etc. Donc c'est Et puis vraiment on le voit, un moment très cool, ouais. puis on le voit avec nos étudiants, il y a une montée en compétences pendant ces Oui, deux c'est semaines dingue. qui est folle. Mm, Puis mm, tout le monde se donne à fond, il y a une ambiance incroyable sur les ouais, campus à ce moment-là. Donc, ouais, c'est vraiment un très beau, un très beau projet. ouais, tout à fait, ouais. Et est-ce que sur les projets, alors d'autres projets hors Digital Event, est-ce que tu as peut-être des projets, des compétitions, des clients un peu qui t'ont marqué? Est-ce que tu veux parler peut-être, mentionner quelques projets en particulier? Oui, on avait une compète qu'on avait gagnée d'ailleurs. C'est une start-up qui s'appelait SafeIt qui voulait créer en fait une application mobile pour accompagner les personnes qui ont des allergies alimentaires Mhm, dans leur process de recherche d'un restaurant et de faire en sorte de simplifier déjà d'une la recherche d'un restaurant qui soit sensible à ça mhm, et de deux éviter qu'il y ait des erreurs lors de la commande. Et donc du coup, on a dû aller voir des restaurateurs, leur mhm. poser plein de questions sur leurs habitudes, comment ils travaillent, quel logiciel ils utilisent, comment eux ils sont sensibilisés à ça, etc. Et après proposer une application mobile avec une identité graphique déjà toute faite, des illustrations et tout. Donc enfin c'était cool de faire ça. Et on avait gagné. Enfin là, il y avait une récompense pour le coup. C'est pas tout le temps le cas, mais là on avait une récompense. On a gagné 200 euros, je crois, Ok, chacun à dépenser dans un super. restaurant. Donc euh, donc Trop très chouette. cool. Un beau projet. Ouais, c'était un beau projet. Ouais. Ouais. Et toi, Emma, est-ce que tu peux un petit peu nous parler justement des ce que tu as pu apprendre à l'ESD qui te sert encore aujourd'hui Honnêtement, les projets de groupe, ça a énormément aidé Mhm. parce que je Mm. trouve que c'est bien dans la condition réelle du travail. On est Mm. amené à travailler avec des gens qui maîtrisent pas forcément nos sujets et inversement, on maîtrise peut-être pas forcément leurs sujets. Et donc, je trouve que à travers les différents projets qu'on a pu faire à l'ESD, on se rend bien compte que il faut quand même bien écouter l'expertise de chacun, que chacun est quand même expert dans son domaine et le but c'est pas d'être partout, mais c'est d'arriver à tout centraliser et de le faire correctement. Je me rappelle d'un projet qu'on avait fait pour 10 heures. Il fallait gamifier un petit peu l'application. Et en fait, c'était un énorme travail qui était côté graphiste, UI, UX. Et nous, de l'autre côté, un petit peu du marketing digital, on était obligés de leur faire Mm. confiance parce que finalement, on n'avait pas l'expertise métier. Et nous, on a fait tout le branding, en fait, autour de tout ce qui va être l'image de marque, comment repenser la stratégie marketing plus ou moins. Mais le gros du projet était sur lui et sur l'UX. Et pour nous, ça a été génial côté marketing parce on n'est pas forcément habitué à laisser les rênes aux UI et aux Mm. UX. C'était plutôt sympa de voir le projet aussi dans ce sens-là, ce qui est plutôt assez rare en soi dans les projets. Mais là, j'ai trouvé ça très intéressant Mm. sur ce projet-là. On a pu apprendre plein de choses et c'était vraiment, enfin, ça mettait vraiment dans les conditions du monde du travail aussi. Mm. Ouais. Mais parce que c'est vraiment ça en fait, hein, quand on Oui. bosse, il faut comprendre en fait les autres corps de métier, mais en même temps savoir aussi faire confiance Mm. à nos prestataires parce que voilà, c'est les spécialistes, donc c'est vraiment comme ça que ça se Oui, passe. Et exact. ouais. Et alors j'en profite justement pour les projets aussi. Faut savoir qu'à l'ESD, on vous propose des stages d'immersion. Donc c'est vraiment c'est une immersion. Donc pendant les vacances scolaires. On vous propose de venir 3 4 jours sur les campus pour venir vraiment tester la formation. Ça vous permet aussi de rencontrer d'autres étudiants, enfin les étudiants de l'école, d'autres étudiants, de rencontrer aussi les équipes pédagogiques. Donc voilà, c'est des stages qui se déroulent pendant les vacances. Donc n'hésitez pas, voilà, sur le site vous trouverez toutes les informations. Mais c'est intéressant parce que voilà, vous avez pendant 3 4 jours vous allez justement travailler sur un projet, vous avez une restitution à la fin et ça vous permet vraiment d'être comme un étudiant de l'ESD, donc c'est assez sympa. C'est bientôt la fin de ce live et je vais vous poser une dernière question pour les futurs étudiants. Quels seraient vos conseils à donner aux futurs étudiants? On peut commencer par toi, Emma, si tu veux. Franchement,
franchement, les conseils pour les futurs étudiants, c'est d'explorer au maximum toutes les voies du digital parce qu'en fait, il y a énormément de métiers dans le monde du digital et il y en a des très connus et il y en a des un petit peu moins connus qui sont sympas aussi. Et je pense que voilà, c'est le plus gros conseil que je peux donner aux étudiants qui arrivent en tout cas à l'école, c'est de prenez le temps d'explorer tous les corps de métier qu'il y a dans le digital parce que il y en a énormément et il y en a forcément un qui va vous plaire. Donc voilà, c'est mon conseil principal. Merci beaucoup. Et toi, Nicolas? Bah, ça rejoint un peu ce que tu dis, ouais, c'est d'être ouvert d'esprit, ne pas hésiter aussi à se renseigner vraiment concrètement comme là vous le faites, sur le métier, limite de faire ce que j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire de contacter des gens en direct pour leur demander, poser des questions concrètes et leur dire, bah, vas-y, qu'est-ce que tu penses vraiment, sans filtre de ce métier-là? Quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, etc. Pour que vous soyez vraiment en phase en fait avec ce métier et que vous n'allez pas dans une branche juste parce qu'il y a du débouché ou juste parce que ça a l'air cool. Mais il faut vraiment que ça colle en fait avec vos valeurs et avec ce que vous avez envie de faire. Et si vous êtes full créa, que vous avez envie de créer, etc., bah peut-être faites pas forcément de l'UX pur, peut-être faire de l'UX et de l'UI ou de l'UI, ou alors graphiste ou d'autres métiers créatifs. Et voilà, enfin, vous avez votre place dans le digital, c'est hyper large. Donc, bah voilà, comme dit Emma, en fait, il y a forcément une place pour vous quelque part. Donc, soyez curieux et proactifs dans vos recherches et faites en sorte de cibler, de parler aux bonnes personnes et d'être sûr avant de vous lancer. Après, bon, on n'est jamais sûr de rien, mais voilà, en tout cas, de verrouiller tout ça, quoi. Très bien. Et d'ailleurs, j'imagine que vous êtes dispo s'il y a des questions après ce live. Voilà, hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un petit message en DM et après moi je transmets à nos alumni. Et après voilà, si vous avez des questions aussi voilà, sur les formations, sur l'école, n'hésitez pas à passer à nous contacter par le site, à vous inscrire à une JPO. Voilà, on pourra vous expliquer tout ça plus en détail aussi. Encore un grand merci à vous deux pour ce moment. Ouais, c'est super d'avoir votre vision du métier, votre expérience, votre parcours. C'était vraiment top voilà d'avoir vos retours. Donc merci beaucoup et puis merci à ceux qui étaient avec nous ce soir. Et si vous avez des questions vraiment après ce live, encore une fois, n'hésitez pas. On est là pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne soirée. À Merci bientôt. beaucoup. Au Bonne revoir. soirée. Au Bonne soirée à revoir. tous.